L'État qui vient donc de lancer le processus de renationalisation d'EDF, l'électricien, on le sait, qui est en grande difficulté. Bonjour Philippe. Bonjour David. Philippe Escande, éditorialiste au Monde. Je rappelle un peu l'histoire. Nouveau PDG qui arrive, Luc Rémont, il faut que ce soit validé évidemment par l'Assemblée. Bientôt donc un actionnaire unique. L'État qui vient de publier son OPA simplifié sur les 16% du capital qui ne détient pas, qui sont encore cotés et dans le public. Et là, je vois le prix de rachat, alors 12 € par action. J'ai lu que c'était 50% de plus que lors du moment de l'annonce par Elisabeth Borne de la renationalisation. Mais quand même, je pense aux particuliers qui sont rentrés en 2005. J'ai retrouvé le cours d'intro, enfin de lancement de l'opération, était à 32. Ça va rester en train de la gorge. Hein. Oui, c'est un peu un autre échec du capitalisme populaire, comme on disait à une époque. Les grandes privatisations. Les grandes privatisations, et notamment les privatisations de grands services publics. Hein. Il y avait eu France Télécom, hein, on s'en souvient, par exemple, et puis EDF aujourd'hui. Tout ça, c'est pas de la bonne presse, c'est de la bonne pub pour justement ces grandes privatisations. Hein. Non, c'est pas une bonne publicité. Bon, après, Française des Jeux, ça se passe bien, Française des Jeux. Voilà, faut pas non plus jeter le bébé avec l'eau du bain. Hein. Oui, ça dépend effectivement des profils. Ça avait un sens pour France Télécom parce qu'il y avait vraiment un basculement dans du privé pur, notamment avec des acteurs dans la téléphonie mobile qui sont devenus très puissants. Il apparaît évidemment que ce n'était pas du tout une bonne idée pour EDF, qui reste fondamentalement un service public. Et pourquoi ? Parce qu'il a un quasi-monopole des moyens de production. Donc le fait de mettre en bourse un monopole, c'est toujours un peu compliqué, surtout quand il bat de l'aile, comme c'est le cas aujourd'hui. Ouais. Ça va coûter quand même, il faut rappeler les chiffres, quasiment 10 milliards d'euros au compte public, cette sortie de la cote. Qu'on explique stratégiquement pourquoi le gouvernement reprend la main, le contrôle total sur EDF. Il y avait 16% qui étaient en bourse. Hein. Oui, mais alors il y a deux raisons en fait qui sont assez simples. C'est que la première on l'a vu cette année, c'est-à-dire que EDF reste un service public pour l'État et donc il peut lui imposer des tarifs. Un bouclier tarifaire. Voilà, il peut piquer dans sa caisse. Ça a coûté 8 milliards d'euros à EDF. Absolument. Ouais. Voilà, ça a coûté 8 milliards d'euros. Donc évidemment, si on est actionnaire minoritaire, on est en droit de se sentir lésé. D'être très mécontent, de se sentir lésé, voire de faire des actions en justice. Hein, simplement parce que, effectivement, comme on le disait à l'instant, ça a des répercussions aussi sur le cours de bourse. Donc ça n'a pas de sens d'avoir une entreprise dans laquelle l'État est aussi puissant, qui reste coté en bourse. Ça n'a pas de sens d'avoir des actionnaires minoritaires. Puis la deuxième raison, c'est aussi financière, c'est-à-dire qu'on suppose qu'il va y avoir un appel à l'épargne, enfin EDF va avoir besoin de lever des fonds en grand nombre pour tous les défis dont on parlera tout à l'heure, et évidemment avec la garantie de l'État, quand on est filiale à 100% de l'État, évidemment, on peut espérer avoir des notations meilleures et donc des tarifs plus intéressants pour emprunter de l'argent. Donc cette renationalisation s'imposait, d'autant que, puisqu'on parle d'investissement, il va falloir construire des EPR nouvelle génération. Il y en a 6, puis potentiellement 8 autres qui sont en commande. L'investissement, évidemment, étant dizaines de milliards d'euros. C'est à peu près, la facture aujourd'hui, c'est à peu près 100 milliards. Ça fait facture déjà. Pour. Alors, pour rénover les centrales actuelles, c'est ce qu'on appelle le grand carénage, c'est-à-dire on va prolonger d'une vingtaine d'années l'âge des centrales qui arrivent toutes à cet âge canonique de 40 ans pour lesquelles elles ont été programmées. Hein, c'était notamment 30 milliards, c'est ça, Fessenheim, 50 milliards. 50 milliards. Et puis les autres 50 milliards, c'est pour les 6 réacteurs dont on est quasiment sûr que le lancement va être donné. Il reste évidemment les débats publics, etc. Mais pour la première fois, finalement, l'État est sorti de son ambiguïté politique il y a toujours de 20 ans. Il faut expliquer depuis une vingtaine d'années. Voilà. Il y a une ambiguïté politique qui était qu'à l'intérieur des différents gouvernements qui se sont succédés, il y avait à la fois des gens qui étaient pour le développement, le renouvellement du parc naturel, et d'autres qui étaient contre, qui étaient soit pour son amoindrissement, soit carrément pour sa suppression. Et ça c'est venu essentiellement des gouvernements socialistes qui ont conclu des ententes de gouvernement. Ça a commencé avec Lionel Jospin. Voilà, ça a commencé avec Lionel Jospin, donc juste avant les années 2000, et ça s'est poursuivi ensuite après. Et on aboutit au résultat
qu'on a aujourd'hui. Et on aboutit à un résultat où finalement on corrosion. sait bien qu'on ne peut pas arrêter le nucléaire parce que c'est toute notre électricité qui est basée là-dessus. Et d'un autre côté, on ne veut pas donner de signes, on veut garder ses alliés écologistes et donc on ne veut pas donner de signes de reprise du programme. Et cette ambiguïté-là, on est en train d'en sortir. Donc c'est plutôt la petite bonne nouvelle pour EDF, c'est qu'on sort de cette ambiguïté. Oui, avec un gouffre financier terrifiant aussi. Hein. On paye très cher ces erreurs. Hein. Bien sûr, on paye. Alors ça fait aussi partie des difficultés récurrentes d'EDF qui sont dues aussi à ces atermoiements. C'est-à-dire qu'il y a probablement eu des erreurs internes, des erreurs de planification, des mauvaises communications sur les délais qui sans cesse dérapaient. Mais il faut dire aussi que cette espèce d'ambiguïté qui s'est installée durant 20 ans, ça a fait que pendant 20 ans, on n'a pas construit de réacteurs nucléaires et donc on n'a plus les personnels formés, on n'a plus et puis la capacité de production d'électricité. Oui, par rapport à il y a 20 ans, on a réduit je ne sais plus combien, c'est affolant avec cet hiver. Donc on ne sait pas très bien comment il va se passer. Hein. Oui, et puis ça se passe aussi dans une tendance qui, elle, est quasiment séculaire, qui est l'électrification du monde. C'est-à-dire que toutes les applications pratiquement sur Terre auront vocation un jour à être électrifiées. Donc plus de consommation, plus de demande. L'exemple type, c'est évidemment celui de la voiture. Et donc une consommation électrique qui, de toute façon, va être extrêmement forte. Donc c'est l'énorme paradoxe d'EDF finalement, c'est-à-dire qu'il est dans un marché qui est promis à un avenir extrêmement brillant et ses moyens à lui le sont beaucoup moins puisque aujourd'hui sa dette qui était de 40 milliards en 2021, elle devrait passer à la fin de l'année autour des 60 milliards. Si ça avait été une entreprise normale, elle aurait été mise en faillite. Il faut expliquer, EDF, pardon de le qualifier comme ça, est dans un état financier, je ne sais pas comment on peut le qualifier, de catastrophique, de piètre. Oui, de calamiteux. Oui, de calamiteux, 10 à 20 milliards de pertes cette année, 60 milliards, vous disiez Philippe, de dettes en fin d'année. Sachant qu'avec un prix d'électricité record cette année, on se dit qu'EDF aurait dû dégager des milliards de bénéfices, en théorie. Hein. Absolument, il aurait dû dégager des milliards de bénéfices, mais l'État... C'était l'année ou jamais. Hein. C'était l'année ou jamais. Alors, évidemment, ça ne plaît pas du tout aux gens d'EDF qui disent que l'État les a spoliés. En termes de politique publique, c'était plutôt sage, c'est-à-dire qu'effectivement, l'État qui était confronté à un désastre national compte tenu du prix de l'électricité qui avait des répercussions sur l'ensemble du tissu des entreprises, hein, pas seulement les industries, mais aussi les services, etc. Il était assez logique qu'ils prennent des décisions pour protéger ces acteurs. Et effectivement, le fait de pouvoir mettre une limite au tarif d'EDF, et c'était effectivement une manière, donc c'est le bouclier tarifaire, c'est effectivement une manière de pouvoir soutenir un peu son tissu productif. Et ça, c'est extrêmement important. Et la meilleure preuve, c'est que l'Europe, finalement, est en train de prendre des décisions qui sont à peu près similaires à ce qu'a fait la France. Il y avait une double casquette, à la fois d'actionnaire et en même temps politique, qui fait qu'on veut un bouclier tarifaire, mais en même temps, on ponctionne 8 milliards d'euros chez EDF, et donc sympa pour les actionnaires. Oui. Alors la France avait quand même finalement, ce n'était pas tout à fait l'objectif recherché, mais a eu une bonne nouvelle dans cette crise, c'est qu'elle avait conclu avec les opérateurs d'énergie renouvelable des contrats, en échange finalement de tarifs d'achat garantissant qu'ils couvriraient leurs frais de production et leurs investissements. Eh bien, il y avait aussi une limite supérieure dont on pensait qu'elle ne serait jamais atteinte. Et en fait, elle a été explosée, cette limite supérieure. Et au-delà de production de cette électricité à base de renouvelables, finalement, est bien moins cher que le prix de vente sur le marché. Bien sûr, c'est-à-dire que le cap est à un peu plus de 100 € du térawattheure et les tarifs aujourd'hui ont été multipliés par 6, enfin sont 6 fois cela. Donc du coup, effectivement, l'État, d'un autre côté, a récupéré presque 8 milliards d'euros quand même, ce qui lui a permis de financer son bouclier tarifaire. Donc exactement. Ça, c'est plutôt la bonne nouvelle. Quoi. Donc la conclusion, parce qu'on dit plein de choses, on pourrait rester en discuter EDF pendant des heures. On se dit quoi si on voit le verre d'eau à moitié vide? On se dit que pour les épargnants de la première heure, les actionnaires, c'est une tôle. Enfin, ça sera un très mauvais souvenir. Ouais. Et ça n'aura pas envie d'y retourner. En même temps, ça clarifie beaucoup de dettes ou une situation financière qui doit être redressée, mais en même temps, potentiellement, ça veut dire plus d'investissements et donc plus de dettes, peut-être plus d'impôts. Enfin, il y a ce sujet-là. Et puis après, le
verre de moitié plein, c'est la clarification en termes de politique énergétique aujourd'hui Oui, moi je pense que finalement le nouveau patron d'EDF, il arrive au bon moment. C'est-à-dire que il a à peu près touché le fond de la piscine, ça peut difficilement être, la situation peut difficilement être pire qu'aujourd'hui. Et en même temps, il y a une clarification politique qui est claire, le programme est lancé, il y a une clarification donc stratégique, il sait maintenant où il va aller. Et en plus, cerise sur le gâteau, le boulet qu'était la centrale nucléaire finlandaise de Olkiluoto, ça fait 12 ans qu'elle est en construction et n'arrêtait pas de se disputer avec les autorités, eh bien, elle produit, et donc elle fait la preuve aussi que l'EPR peut produire de l'électricité, c'était quand même un minimum. Mais avec une facture qui n'a pas été du tout la facture du point de départ. Je crois qu'au départ, c'était 4 milliards. C'était 3, c'est devenu 12, donc on a multiplié par 4. Donc, mais c'est le cas pour l'EPR de Flamanville, qui finira par coûter presque 20 milliards. Donc on est dans des coûts faramineux. Mais au moins, la première étape, c'était quand même de démontrer que ça pouvait marcher, que ça pouvait produire de l'électricité. Et aujourd'hui, la centrale finlandaise, c'est le plus gros producteur d'électricité d'Europe. Donc, effectivement, ça fonctionne. Donc, il y a un certain nombre d'éléments qui font que c'est plutôt... il arrive dans quelque chose qui, politiquement et stratégiquement, est maintenant balisé, ce qui n'était pas du tout le cas de son prédécesseur. Reste pour lui à faire de l'exécution, et là c'est une autre paire de manches. Il y a besoin de 30 000 personnes dans le secteur pour relancer le programme nucléaire. On ne sait pas comment ni où les trouver pour relancer la machine, et donc il y a un enjeu, mais alors là qui est plus industriel, qui est un enjeu d'ingénieur, et finalement ça tombe bien puisque Luc Rémont est un ingénieur, qui est exécuter un programme à partir du moment où il a été réalisé, c'est sa tâche. Tout un programme. Merci beaucoup. Explication signée Philippe Escande, éditorialiste au Monde à lire tous les jours évidemment dans le quotidien. Merci Philippe. Merci David.